Pour cet après-midi, on a prévu quelque chose qui est beaucoup plus tourné sur les soignants, par les soignants, mais on va commencer par faire la transition. Donc Bénédicte Percheron, qui est historienne et musicologue, va nous parler de la musique dans les asiles d'aliénés au XIXe siècle, ce qui introduit en fait la thématique de la table ronde cet après-midi sur la médiation thérapeutique. Et on commencera d'ailleurs par la musique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci au Centre hospitalier du Rouvray et à Madame Descourtiou. Donc en effet, je vais vous parler de la musique appliquée au traitement de la folie au XIXe siècle. Alors en fait, ce titre est un titre d'un article paru en 1861 d'un docteur qui s'appelle le docteur Georges Pentier, et qui parle des expériences qui ont été menées ici à Rouen au XIXe siècle. Si l'application de la musique au domaine médical est une notion qui s'est essentiellement développée à la fin du XXe siècle, elle a commencé à susciter l'intérêt des médecins dès l'Antiquité. C'est cependant depuis la fin du XVIIIe siècle que les médecins multiplient les expérimentations sur la question. Les travaux s'étendent alors de la compréhension du phénomène auditif aux effets de la musique sur le corps humain, qu'il soit physique ou psychique. Des expériences et des débats apparaissent ainsi afin de déterminer les possibles influences de la musique sur l'âme, entre guillemets. Les prémices de la musicothérapie donnent naissance au XIXe siècle à des orchestres au sein des hôpitaux psychiatriques ou encore à des cours de chant. Près de Rouen, les asiles de Saint-Yon et de Catmar ont de même proposé des activités musicales à partir des années 1840. Ces pratiques musicales sont conduites par des médecins ou des professeurs de musique, observant les effets de la musique sur les patients et adaptant leur répertoire en fonction des réactions obtenues. Ces expériences ont-elles néanmoins cherché à guérir les aliénés? Donc je vais essayer de répondre à cette question. Selon Galien, l'utilisation de la musique comme soin curatif est déjà présente dans la mythologie. Elle est notamment utilisée par Esculape pour apaiser les malades agités. Durant l'époque hellénistique, d'après le dictionnaire des sciences médicales de 1819, l'étude de la musique faisait même partie de la formation médicale. Certains médecins expliquaient des phénomènes physiologiques par la musique. Par exemple, le médecin Hérophile, au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, expliquait la variation du pouls, alors je cite, d'après les modes et les rythmes divers de la musique. Au cours du XVIIIe siècle, donc là j'ai fait un grand bond dans l'histoire, mais la période c'est vraiment le XIXe, c'est juste pour donner un aperçu. Au cours du XVIIIe siècle, la musique est considérée comme permettant de guérir les maladies les plus diverses, notamment les piqûres de tarentules. Pour l'historien et naturaliste Jean-Baptiste Hennebert, la musique est un remède contre le venin de l'animal qui a la spécificité de rendre dépressive la personne piquée. Plus généralement, Hennebert indique que la musique est un remède, alors je cite, contre la plupart des maladies de la main. Dès qu'un musicien a trouvé sur un instrument perçant et sonore une mode assortie au ton des nerfs du malade, celui-ci s'agite, danse, saute, jusqu'à ce qu'il écume de sueur et qu'il tombe d'épuisement et il se délivre ainsi du poison qui le tuait. Au tournant du XIXe siècle, cette théorie est définitivement réfutée, mais la musique conserve sa réputation d'avoir une influence positive sur l'existence humaine. Pour le docteur Hufeland, dans son ouvrage « L'art de prolonger la vie humaine », édité en 1799, la musique est des arts le plus bénéfique, car, je cite, « aucune impression sensuelle n'agit aussi promptement ni aussi immédiatement sur l'humeur, le courage, la régularité de la vie. » Les médecins du XIXe siècle aiment à recenser dans des publications scientifiques les guérisons induites par la musique. Le dictionnaire des sciences médicales de 1819 évoque des cas de guérison par le biais de concerts donnés au pied des lits des malades. La musique semble efficace contre ce qui est qualifié de frénésie. Le dictionnaire rapporte le cas du roi d'Espagne, Philippe V, atteint d'une aliénation mentale qui aurait été guérie par des concerts donnés par le célèbre castrat Farinelli. En France, c'est le médecin aliéniste Jean-Étienne Esquirol qui mène les premières expériences musicales auprès des malades hospitalisés en institutions spécialisées. Au cours des étés 1824 et 1825, il invite des musiciens à venir jouer au sein de la Pitié-Salpêtrière
devant 80 femmes souffrant de troubles mentaux. Il avoue avoir voulu essayer lui-même l'utilisation de la musique comme moyen de guérison en raison des nombreux écrits de praticiens qui évoquent ce sujet. Plusieurs musiciens de grande réputation participent au projet, notamment Henri, professeur de musique au conservatoire, ou encore l'oboïste Henri Brode. Les instruments les plus à la mode dans les salons, à savoir la harpe, le violon, et quelquefois les instruments à vent, sont également présents dans les salles communes des asiles. Plusieurs chanteurs lyriques viennent aussi prêter leur voix à ces expériences. Pour Esquirol, la musique est beaucoup plus adaptée aux maisons de santé que le théâtre, car elle provoque rarement des fureurs chez les malades, mais elle ne guérit pas. Il conclut en effet sur cette expérience par les propos suivants. Si la musique ne guérit pas, elle distrait, et par conséquent, elle soulage. Elle apporte quelques allègements à la douleur physique et morale. Elle est évidemment utile aux convalescents, il ne faut donc pas en repousser l'usage. En Europe, des expérimentations au sein des établissements psychiatriques sont menées indépendamment par des médecins. Certains ont acquis une réputation par ce biais, notamment les maisons de Guel en Belgique, de Charenton, de Stephenfeld ou encore de Saint-Martin-de-Beaupro dans le Maine-et-Loire. À Guel, l'expérience a été lancée par un patient même qui a entre autres fondé une société chorale et une école de chant. À Venise, dans les années 1830, il ne s'agissait pas de pratique musicale, mais d'écoute et de danse. À l'hospice de la ville, on donnait par exemple 2 fois par mois aux malades un bal avec musique. Toutes ces expériences sont diffusées en Europe par le biais de publications spécialisées et par la presse. Dans l'agglomération rouennaise, les premières expériences menées sur l'utilisation de la musique au sein des établissements hospitaliers psychiatriques ont lieu en 1841 à l'asile de Saint-Étienne-du-Rouvray, sous la conduite du médecin Maximien Parchap. Cette expérience est associée à un apprentissage de la lecture. Ces 2 activités sont toutes les 2 décrites par son instigateur comme, je cite, des moyens destinés à discipliner, moraliser et distraire les aliénés. La musique n'est donc pas à l'origine envisagée comme un traitement psychiatrique, mais plutôt conçue comme une œuvre moralisatrice, voire philanthropique, en améliorant les conditions de vie des malades. L'enseignement musical a tout d'abord été réservé aux hommes, au nombre de 20 ou 40 individus, et a initialement reposé sur l'imitation des phrases musicales et non sur l'apprentissage de la musique. Parchap est revenu sur la méthode employée au sein de l'hôpital. On a d'abord essayé de faire répéter empiriquement par les malades des airs qu'on leur jouait au violon. Puis on leur a donné enseigner la musique par principe. On leur a fait exécuter de la musique vocale à l'unisson, à 2 et même à 3 voix. Chaque leçon commence par une démonstration des principes et par l'exécution d'une leçon de solfège. Au début de l'année 1842, l'expérience est également conduite auprès de 40 à 50 femmes. Les hommes et les femmes reçoivent une leçon de musique une journée par semaine par le médecin en chef ou l'un des médecins internes. Parchap souhaite de même instituer 2 concerts par an, alors je cite, auxquels les aliénés des 2 sexes prendront part pour l'exécution de la musique vocale et auxquels les artistes de la ville seront appelés pour l'exécution de la musique instrumentale. Les représentations doivent être données soit dans un des jardins de l'asile, soit dans l'église. Le premier concert est donné le 23 juin 1842 et a rassemblé 80 patients des 2 sexes qui ont interprété en chantant, alors je cite, la prière de Joseph à 2 parties, l'Angélus, une hymne à Saint-Vincent de Paul, donc beaucoup de musique religieuse, le chœur du 3e acte de la Favorite, donc plutôt de l'opéra contemporain pour l'époque. Les patients sont alors accompagnés par un orchestre de 40 musiciens du Théâtre des Arts. Le public est constitué des patients de l'établissement, à peu près 200 spectateurs. Avec la séparation des hommes et des femmes à la suite de la création de la partie appelée Catmar en 1852, l'expérience musicale semble bien moins fonctionner. D'après l'aliéniste Henri Legrand du Saule, qui évoque l'expérience en 1859, je cite, « Rien n'est plus difficile que de faire chanter des malades du même sexe sur des tons différents, quel que soit le timbre de leur organe vocal et qui ne devient plus fatigant qu'un air psalmodié à l'unisson par 40 ou 50 individus. » Le médecin en chef de l'asile de Catmar, Édouard Duménil, constate qu'il était très difficile d'apprendre à un certain nombre d'aliénés un morceau à plusieurs parties. Avec l'aide d'un des surveillants en chef, Goubeau, et d'un professeur de musique de la ville, ils ont néanmoins obtenu des résultats positifs avec des instruments à vent et un premier achat d'instruments en cuivre est opéré pour un montant de 1500 francs. Pour le docteur Duménil, la musique a une propriété apaisante. Et d'ailleurs, alors je cite,
convaincu, d'accord en cela avec son ancien médecin adjoint, monsieur le docteur Viré, que les hallucinés, même ceux qui ne sont là que comme spectateurs, échappent à leur conception délirante pendant la durée de ces fanfares. Cette influence favorable n'est pas moins marquée sur l'esprit des autres malades, soit qu'on les retienne dans leur division, soit que, tambour et musique en tête, ils aillent à de longues promenades sur le domaine de l'établissement ou dans les bois qui l'avoisinent. Les expériences des années 1850 sont relatées de façon plus précise par un des expérimentateurs, le médecin Georges Pentier, le futur directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen, dans un article intitulé « La musique appliquée au traitement de la folie », qui a été publié dans l'Almanach des Normands en 1862. Chirurgien interne à l'hospice de Catmar de 1856 à 1858, il y dispense des cours de musique avec le professeur de musique Auguste Frédéric Briance. Dans son article, Pentier aborde la question de la musique appliquée au traitement de la folie à travers la question plus générale des conditions de vie des patients. Il insiste notamment sur les conséquences néfastes de la solitude et de l'oisiveté sur le comportement des malades qui, je cite, vivant constamment avec eux-mêmes, oppressés par l'ennui, irrités par la privation de toute liberté, ces malheureux, une fois sortis de la société, ont bien peu de chance d'y rentrer. Pentier apparaît à travers cet article comme un homme cultivé, doté de solides connaissances musicales, même s'il aborde la question musicale plus du point de vue des impressions que celle-ci procure, plutôt que du point de vue théorique. Il s'intéresse surtout à ce que la musique provoque chez les patients. Il indique par exemple que, alors je cite, « l'harmonie fixe l'attention par des impressions douces et devient par là non seulement un élément de distraction et par conséquence de soulagement, mais elle est un puissant secours dans certaines formes d'aliénation. » Il fait appel par la suite à une idée reçue en matière musicale, celle relative à l'usage des modes mineurs ou des modes majeurs. Pour lui, il faut ainsi sélectionner les musiques en conséquence des causes, car, alors je cite, il n'est pas indifférent, en effet, sous le rapport thérapeutique d'employer par exemple le mode majeur, qui exprime la gaieté, l'animation ou le mode mineur qui porte à la mélancolie. Il précise aussi, l'influence de l'harmonie est loin d'être salutaire à tous les aliénés indistinctement. Elle pourrait surexciter davantage un cerveau exalté qui serait tout à fait rebelle à l'action déprimante du mode mineur par son incapacité à recevoir les impressions. Alors ce cliché sur le mode mineur est cependant vrai dans le sens où les compositeurs du XIXe siècle se servaient de ce mode pour bien souvent exprimer des idées mélancoliques. Le conditionnement de l'oreille fait que l'auditeur occidental assimile le mineur à la tristesse. Alors si vous passez du mineur à des populations extra-européennes qui n'ont jamais entendu de musique européenne, elles ne vont pas forcément assimiler la musique à de la tristesse. Georges Pentier n'a pas été qu'un simple spectateur de ces leçons de musique. Il semble être un musicien assez expérimenté, même si l'on ignore sa formation musicale. Il a en effet tenté de faire chanter à un malade des airs de la Juive d'Halévy, donc des grands opéras, et de la Favorite de Donizetti, alors que ces airs sont techniquement et vocalement difficiles. Il évoque ainsi ce cours de chant. Alors, je cite, « J'ai souvenance à ce sujet d'un ancien acteur aliéné depuis plusieurs années et qui interrompait des airs de la Juive ou de la Favorite que je lui faisais chanter pour proférer des mots incohérents, des fragments de phrases qui lui revenaient fréquemment à la bouche. » Dans son article, Pentier insiste avant tout sur l'influence positive du chant sur le comportement des malades. L'intérêt de son récit repose aussi sur l'état des lieux qu'il fournit des recherches dans ce domaine. Il précise ainsi que dans plusieurs asiles, la pratique vocale en chœur est proposée, comme à Saint-Athanase, où l'on fait chanter aux malades des hymnes religieux, les asiles de Montevergue, de Saint-Yon et de Catmar, où les aliénés exécutent en chœur des morceaux à 2, 3 ou 4 voix, avec un ensemble surprenant. La pratique instrumentale semble plus difficile à introduire dans ces établissements, car elle nécessite au contraire du chant un apprentissage plus important. Pentier mentionne quelques institutions qu'il utilise comme soins thérapeutiques, notamment les asiles d'Aversa près de Naples et de la Cenabra dans la province de Milan. Il stipule néanmoins que l'on utilise les connaissances musicales antérieures de certains malades, donc on ne leur apprend pas le solfège ou l'harmonie. À l'asile de Catmar, l'expérience semble bien plus complète, car elle propose un apprentissage d'instruments de musique, donc à partir des années 1850, milieu des années 1850, et l'asile a même investi dans l'achat d'instruments de musique, comme je l'ai déjà mentionné auparavant. Donc, je cite,
À Catmar, au contraire, on apprend la musique aux aliénés qui ne connaissent aucun instrument, étranger même à toute culture intellectuelle. Et nous devons ici rendre hommage aux modestes professeurs qui surent remporter une victoire aussi importante sur l'intelligence des malheureux confiés à ses soins. Monsieur Briance, à force de douceur et de persévérance, est parvenu à faire exécuter à ses élèves des marches, des polkas, valses, boléros, la plupart de sa composition, et son orchestre est composé d'une vingtaine de fous maniaques, mélancoliques, épileptiques, déments et imbéciles dont le séjour dans les asiles remonte pour quelques-uns à 12 ou 15 années. Sa fanfare se compose de flûte, sax soprano, cornet à piston, saxhorn, ophicléide, que vous avez ici en photographie, trombone, grosse caisse, cymbales, triangle et castagnettes. L'expérimentation semble ardue car l'apprentissage de certains de ces instruments de musique demande un travail rigoureux et assidu. C'est le cas de l'étude des instruments à vent qui nécessite beaucoup de patience pour apprendre, ne serait-ce qu'à obtenir un son. Je pense à la flûte traversière, c'est extrêmement compliqué d'obtenir un son. Les percussions sont certainement réservées aux malades les plus inattentifs car la production sonore est immédiate pour cette catégorie d'instruments de musique. La mise en place musicale devait être assez délicate, mais assez limitée car elle semblait avant tout rythmique. Pentier précise tout de même que certains morceaux difficiles sont également étudiés par les patients. Il insiste aussi sur la discipline et la rigueur demandées aux malades qui souhaitent participer à l'orchestre. Ces derniers paraissent très assidus et attachés à cette pratique musicale. Alors, je cite, « Rien de plus touchant que de voir ces malheureux, à un signal donné, se mettre en ordre avec le plus grand silence et attaquer avec franchise et sûreté les morceaux les plus difficiles. Rien de plus consolant que la douce émotion qui se peint sur ces physionomies, tout à l'heure mornes et sans vie. Chez quelques-uns, l'œil a l'éclat de la vie spirituelle. Il n'y a pas à craindre qu'ils égarent ou brisent leur instrument. Ils en ont au contraire un soin minutieux et le maintiennent constamment en état de propreté, aussi bien que pourrait le faire un artiste possédant toute sa raison. » Mais Pentier dresse quelques limites à cette pratique. Selon lui, elle peut avoir des conséquences néfastes sur certaines catégories de malades, comme les patients dotés d'un, alors je cite, cerveau trop exalté. Il fait reposer cette remarque sur les observations du docteur Armand Laurent, qui aurait, alors je cite, constaté plus de docilité, plus d'aptitude chez les hommes, tandis que les essais qu'il a tentés chez les femmes ont échoué. Ce même médecin explique ce phénomène par le fait que, je cite, chez les femmes, la sensibilité est atteinte plus profondément et plus fréquemment altérée. Pentier conclut tout de même sa chronique en affirmant que, je cite, « La musique a une influence constatée sur l'aliénation ». Si aucun médecin aliéniste renaît n'a affirmé que la musique ou le théâtre pouvaient guérir la folie, les administrateurs des asiles psychiatriques de la rive gauche ont pris conscience de l'importance d'apporter des loisirs aux patients. La modernisation de l'asile de Saint-Cloud de 1877 a pris en compte cette nécessité en prévoyant la construction d'un théâtre. Cet établissement n'a rien à envier aux petits théâtres municipaux de cette époque. Il est écrit dans Rouen Bizarre d'Amédée Fregnault de 1888. Alors, c'est un petit monument spécial, très artistique, avec des colonnettes s'élançant légères vers un plafond peint, tout comme celui du Théâtre des Arts. Les décors sont frais, un peu simples. C'est un salon, c'est une chambre à coucher, c'est un jardin avec un jet d'eau. Les représentations théâtrales qui y sont données, soit à huis clos, soit devant un public extérieur, sont accompagnées par l'Orphéon d'Hôpital. Donc pour conclure, entre 1841 et 1877, la musique au sein des asiles de Catmar et de Saint-Yon s'est affirmée comme un outil de distraction important pour les patients. Pour Parchap, la musique est avant tout un traitement moral des patients, comme l'entendait l'aliéniste Philippe Pinel. La musique peut conduire au calme et à l'ordre, donc ramener le patient vers une forme de normalité. Au milieu des années 1850, l'enseignement des rudiments du solfège et des instruments de musique affiche une plus grande volonté d'évaluer la capacité thérapeutique de la musique. Si Pentier atteste des facultés d'apprentissage des patients, il montre les limites thérapeutiques de la musique, d'autant plus qu'elle n'est pas positive à tous les patients. Mais il affirme que la musique est un moyen certain d'améliorer les conditions de vie des patients. Je vous remercie.